Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui à l'occasion de notre porte ouverte. Alors, avant de commencer, je vais déjà m'assurer si vous m'entendez tous très bien. Est-ce que vous pouvez me faire un petit message dans le chat pour me dire que vous m'entendez bien? Donc, voici donc les ateliers, les modules qui sont à l'inscription pour le semestre prochain, donc pour le module 1. Et comme je l'expliquais, il n'y a pas de prérequis puisque vous entrez au sein de l'école des scribes. On ne vous demande pas de connaître une langue africaine en particulier, d'avoir une connaissance des hiéroglyphes. Non, pas du tout. Vous apprendrez tout au fur et à mesure et à mesure de votre propre évolution au sein de l'école des scribes. La rentrée est prévue le samedi 14 janvier à 16 heures. Pour s'inscrire, il y a donc un entretien d'inscription obligatoire où on passe quand même en revue le règlement intérieur de l'école pour que vous puissiez connaître toutes les spécificités qui vont vous accompagner tout au long du semestre. Vous recevrez de façon, voilà, c'est exclusive au module 1 puisque les autres modules n'en ont pas. Il y a donc un manuel qui est dédié au module 1 avec 6 leçons et il est accompagné d'un cahier d'exercices qui permet de faire de l'auto-évaluation sur les leçons que vous recevez dans ce manuel. L'organisation des ateliers au cours du semestre, vous avez quand même pas mal d'ateliers en commun avec les autres modules et vous avez 2 ateliers spécifiques au module 1 qui nous permet de voir avec vous les compétences que nous souhaitons que vous acquérez, donc justement à ce niveau-là donc de l'école des scribes, notamment pour le module 1, que vous ayez une connaissance assez large des humanités classiques africaines et aussi, bien sûr, les outils qui permettent de mettre en pratique la méthode Kuma. Pour le module 2 et le module 3, les inscriptions seront ouvertes donc euh, après le dernier atelier qui a lieu la semaine prochaine. Bien sûr, il y a une condition parce qu'il faut, pour pouvoir passer d'un module à un autre, avoir suivi tous les ateliers et avoir donc passé son évaluation. Donc, c'est seulement à ces 2 conditions que vous pouvez donc que vous pourrez donc procéder à l'inscription au module, ici le module 2 et le module 3. La rentrée est prévue aussi le samedi 14 janvier, mais à 20 heures. Là aussi, vous avez une série d'ateliers en commun et 2 ateliers spécifiques où pour le module 2, on demande que vous puissiez donc connaître les étapes de la méthode Kuma et au module 3, que vous puissiez mettre en marche la méthode Kuma. Pour le module 4, donc, c'est de toute façon pour tous les autres modules, après le module 1, le prérequis, c'est d'avoir donc validé le module précédent, donc toujours l'évaluation et d'avoir suivi tous les ateliers. La rentrée est aussi prévue le même jour à 18 heures. Donc, ça sera un atelier spécifique au module 4 puisqu'il passe d'un cycle à un autre. Et là aussi, il y a 2 ateliers spécifiques qui permettent un peu de clarifier peut-être certaines choses au niveau du travail qui est demandé à faire au deuxième cycle. Ensuite, il y a les modules 4 et les modules 5, pardon, et les modules 6, où c'est de nouveau la même chose, avec une rentrée le même jour à 20 heures. C'est en commun justement avec les modules 2 et 3. Et comme pour les autres, il y aura aussi des ateliers spécifiques. Bien entendu, toujours la condition, c'est avoir remis donc son évaluation et suivi tous les ateliers pour s'inscrire à ces modules. Alors, les inscriptions, donc, selon les modules, sont à des dates différentes. Donc, dès demain, les personnes qui veulent intégrer l'école des scribes
et entrer donc au module 1 pourront donc demander leur inscription en envoyant donc leur demande à kuma@ngelyi.com. Les inscriptions pour tous les modules sont ouvertes donc jusqu'au 7 janvier, hein, puisque la rentrée, ça sera la semaine qui suivra. Il faudra donc remplir, enfin, compléter son inscription, hein. On demande la copie d'une pièce d'identité. Bon, pour ceux qui sont déjà stagiaires, généralement, c'est quelque chose que je ne demande plus parce que la durée de validité des pièces que j'ai déjà reçues, généralement, elle est toujours valable. Ensuite, ce qu'on demande quand même à tous, c'est de compléter et de lire avec attention le règlement intérieur qui reprend toutes les informations que j'ai données au niveau des tarifs, au niveau de l'organisation entre les ateliers en direct et en différé, s'assurer que vous ayez bien compris le fonctionnement. En général, c'est très bien compris. Et puis, surtout, prendre note des modifications pour les anciens stagiaires. Alors, tout se fait via une boutique, hein, dédiée donc à chaque module. Donc, chaque module a un lien particulier vers cette boutique où il peut donc régler les frais d'inscription et le formulaire d'inscription directement sur cette plateforme, hein, cette boutique. Il n'y a pas de document qui sera envoyé où vous devrez remplir votre nom. Non, vous le ferez directement en ligne. Et puis ensuite, au fur et à mesure du semestre, vous pourrez payer donc les ateliers auxquels vous participez, que ce soit en direct ou en différé. Alors, avant de donner la parole à Dibom Barimbok pour son intervention sur le thème « Le hiéroglyphe comme outil de la Renaissance africaine », je vais peut-être m'enquérir à savoir si vous aviez peut-être des questions sur l'organisation de l'école ou la question qui vous passe, que vous avez envie de poser. En tout cas, je suis tout à fait disponible pour pouvoir y répondre. Alors bonjour à tous, merci d'être présent. Prière, s'il vous plaît, avant de débuter, de m'indiquer si vous me recevez correctement, s'il vous plaît, merci. Ok, parfait, merci. Alors je remercie naturellement ceux qui sont maintenant présents. Merci de prendre le temps de cette fin de journée pour le passer avec nous, en notre compagnie. C'est pour nous naturellement un honneur. Merci également à Mylène pour cette brillante communication, cette brillante présentation. Merci également pour le professionnalisme, bien entendu. Et voilà, j'espère que euh, elle a su, à travers cette communication, répondre aux principales préoccupations. Je n'en doute pas qu'il y en ait d'autres. Mais enfin, vous aurez toujours la possibilité de poser vos questions, hein, naturellement. Nous sommes là pour pouvoir y répondre dans la mesure du possible. En tous les cas, c'est cela. Je vous remercie, vous qui êtes présents, pour l'intérêt que vous accordez naturellement à l'école des scribes en général, qui est un projet qui dure déjà depuis quelques années, mais spécifiquement aussi pour la matière euh, qui est, disons, en partage au sein de cette école. Et c'est encore pour nous l'occasion, évidemment, de vous remercier pour ce soutien, cette assiduité et à travers, enfin, ça fait déjà plusieurs années parce que je reconnais ici quelques personnes, naturellement, qui suivent déjà le travail depuis plusieurs années et cela est pour nous, euh, la preuve qu'il y a quelques intérêts, à persévérer dans ce que nous avons choisi. Ok, parfait. Donc, le thème du jour, c'est un thème, disons, général. J'ai souhaité aborder plusieurs aspects de ce que nous appelons ordinairement les humanités classiques africaines ou les humanités fondamentales, ce qui, vous le savez, est la même chose. J'ai souhaité parler du hiéroglyphe. Bon, c'est un sujet extrêmement dense et vous verrez que, en fait, je ferai essentiellement un survol, mais en abordant des aspects spécifiques pour vous montrer en fait, la place qu'occupe le signe dans la pensée symbolique des peuples subsahariens, parce que je crois que cette place est aujourd'hui encore très mal évaluée, parce qu'on ne sait pas toujours ce que c'est qu'un signe et l'importance que le signe peut avoir dans le destin, la vie courante, en fait, des êtres humains, en fait. C'est un peu ça que j'ai voulu
présenter aujourd'hui. Donc, je commencerai par évoquer naturellement la place du scribe. Ah, ben, c'est un survol, je l'avoue, hein. Mais je veux parler du scribe parce que c'est lui qui est dans la société soudanaise chargé, ben, disons, de s'inquiéter de ces questions. Il est formé à l'écriture des caractères sacrés, comme vous le savez, qui sont des caractères divins, la parole divine. Et en égyptien pharaonique, nous avons la chance d'avoir un nom pour désigner le scribe. Alors, il y a plusieurs variantes d'un seul et même mot. C'est ce qu'on appelle des variantes graphiques. Bon. Alors, vous avez par les variantes graphiques plusieurs écritures qui rendent compte de la même idée, celle qui consiste à désigner ce que nous appelons en fait en français un scribe. Vous avez la graphie de gauche qui est en quelque sorte, disons, qui rend compte d'un aspect, disons, phonétique, si on veut vraiment utiliser un langage simple. Et à droite, c'est plutôt un pictogramme qu'on utilise pour illustrer le nom du scribe, le pictogramme qui représente, comme vous le savez, le nécessaire pour écrire. Donc, vous avez la codification, la translittération. Alors, je le dis peut-être pour ceux qui ne savent pas, une translittération, c'est ce qui consiste à rendre compte, j'allais dire alphabétiquement, phonétiquement, d'un signe gravé. Vous avez la traduction, c'est scribe, et vous avez les sources, bien sûr, qui, pour ce qui concerne ces graphies, proviennent essentiellement du Wörterbuch, c'est-à-dire le dictionnaire allemand d'égyptologie. Nous avons la chance d'avoir une langue que nous appelons le copte. En fait, le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue qui est apparue autour du XIIIe siècle. Si on veut illustrer un peu le processus d'émergence, en quelque sorte, du copte dans la vallée du Nil, il est à peu près similaire à ce que nous appelons aujourd'hui, entre guillemets, le créole dans les îles de déportation de nos ancêtres. C'est à peu près le même processus, hein. Je passe les détails, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est ça. Le copte, mais aujourd'hui, le copte est réputé être une langue morte. Mais nous avons la chance que le copte a su enregistrer un certain nombre de mots qui émanent directement des caractères sacrés égyptiens. Pour ce qui concerne le nom du scribe, eh bien, nous avons des solutions coptes de la graphie que je viens de présenter. Donc, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une convention. Réellement, c'est comme ça que la chose était prononcée, tout au moins telle qu'elle paraît au sein de cette langue que nous appelons le copte. Les dialectes coptes, il y en a un certain nombre, solution de cette graphie que je viens de présenter. Donc, en copte saïdique, elle est prononcée sac. En copte boérique, elle est prononcée également sac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ce sont ces deux dialectes qui sont assez souvent mobilisés, davantage de saïdique, hein. Mais enfin, ce sont ces deux dialectes qui sont les plus souvent présentés dans les dictionnaires, hein. On a également le copte acmimique qui prononce également sac pour scribe et maître. Et je rappelle naturellement que c'est la lecture effective de la graphie que je viens de présenter, souvent translittérée sèche. Hein, vous verrez parfois des égyptologues lire cette graphie sèche. Bon, c'est une convention, je le dis, parce que nous avons la chance, je le dis, d'avoir le copte. Donc, lorsqu'on peut s'émanciper des conventions, autant le faire parce que il est important de prononcer les choses comme telles doivent être prononcées. Donc, le copte saïdique dira sac. Boaïrique, c'est sac. Akmimique, c'est sac également. Ce mot apparaît en arabe sous une forme chèque, hein. L'arabe dit chèque, c'est une forme que vous connaissez sans doute, puisque au sein des langues soudanaises, cela peut paraître comme un prénom. Le pluriel, c'est chouhouk pour signifier maître ou sage. Donc, on voit que ce mot est passé dans les langues sémitiques, notamment l'arabe, dans ce contexte. Mais en Wolof, nous trouvons ce mot sec pour signifier, en gros, titre qui confère l'habilité d'avoir des disciples dans les confréries musulmanes mourides et quadrillas, hein. Pour ceux qui sont sénégalais, sauront certainement mieux que d'autres ce à quoi je fais ici allusion. On dit donc sekal pour signifier donner le titre de maître conférant l'habilité à avoir des disciples. Et ce sont des formes, vous le verrez, qu'on croit ordinairement issues de l'arabe, puisque vous savez que le Sénégal, c'est un pays, euh, disons, islamisé. Il y a des Sénégalais musulmans. Donc, généralement, lorsqu'il y a comme ça de ces correspondances, on attribue une antériorité à la langue de l'islam, c'est-à-dire à l'arabe, ce qui, bon, peut s'entendre, mais on va être tenté aujourd'hui de mettre des choses dans leur contexte, parce que les Sénégalais, pour parler du Sénégal, sont des Soudanais. Et ils ont, par leur pratique culturelle, une antériorité évidente sur les peuples sémites ou sémitiques, si vous voulez. Mais enfin, la chose paraît comme ça aujourd'hui, et nous allons naturellement pouvoir en savoir davantage à travers l'exercice que nous allons réaliser. Voilà, donc,
Le nom du scribe en égyptien pharaonique provient d'un verbe, le verbe écrire, dessiner, qui présente également des variantes graphiques. Ici, je les expose. Et nous avons également la chance que le copte aussi enregistre des solutions effectives, c'est-à-dire la lecture effective pour le nom du scribe, enfin, tout à moins pour le verbe écrire, dessiner. Donc, en copte, ça indique, on dit seke pour signifier écrire, dessiner. En copte boraïque, c'est également seke pour signifier écrire, dessiner. Je rappelle que dans le cadre de l'école du scribe, naturellement, le copte est pour nous une ressource essentielle. Donc, nous passons quand même un certain temps à vous familiariser avec la lecture du copte, hein. Donc, ne soyez pas effrayés si vous ne reconnaissez pas des lettres, c'est normal. Ici, ce sont des lettres essentiellement grecques avec quelques variantes typiquement égyptiennes. Ce sont des choses que nous étudions. Donc, ne vous sentez pas impressionné par ceci. Le copte a aussi souvent une particularité, c'est qu'il omet la voyelle médiane. Donc, c'est écrit quelque chose comme ske, mais ça se lit seke, parce que le copte, généralement, omet la voyelle médiane. Donc, c'est pour ça que on sait que ça se lit seke. Mais ce sont des choses, je le répète, pour ceux qui n'ont pas jusqu'ici une familiarité avec le copte, ce sont des choses que nous étudions. Donc, soyez bien à l'aise avec ça. Vous aurez certainement l'occasion d'y revenir. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous avons des solutions pour le nom égyptien du scribe, sachant que nous sommes une école des scribes, c'est un thème important pour nous de savoir finalement quelle est la place notamment qu'occupe le scribe dans la société soudanaise et à quel mot effectif renvoie finalement cette graphie. Alors, nous avons également une graphie qui est du même registre puisqu'elle désigne dans ce contexte l'écriture et le document également transité de cette façon, vous verrez toujours paraître le même pictogramme, c'est-à-dire le nécessaire pour écrire qui permet de désigner le scribe. Et cette graphie correspond au copte seki, document. D'accord? Alors, je passe comme ça en revue plusieurs mots égyptiens avec leur solution copte pour vous instruire sur la manière de lire. La manière de lire, en fait, ces graphies. D'accord? Parce que toutes ces graphies, pour un égyptologue, pourraient être lues sèches, mais vous voyez que c'est pas tout à fait sèche, hein. C'est pas ça. Donc, j'aime mieux dire les choses telles qu'elles sont. Et pour ce qui concerne donc ces graphies, les solutions sont celles que je suis en train d'exposer ici. Donc pour le contexte, euh, en ce qui concerne le mot pour écriture document, le COP va donc dire c'est qui pour document. Bon. À la suite de cela, naturellement, la question qui aurait pu rester, c'est de savoir, mais finalement, comment ce thème est rendu au sein des langues soudanaises. Ici, je ne veux pas passer un temps important à vous décrire le processus par lequel on parvient à ces résultats, mais je voulais premièrement vous exposer chez les Dogons à quoi correspond cette graphie, ce qui va suffire pour vous expliquer ce que c'est véritablement qu'un scribe. Parce qu'on ne le sait pas toujours, on pense qu'un scribe, ce n'est qu'un écrivain, il est beaucoup plus que cela. D'accord? Donc, par exemple, en tombeau sur Dogon, vous devez savoir que cette graphie-ci, bon, les Dogons sont des Malinké qui vivent actuellement au Mali. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si c'est pas le cas, je pense que ici, quand même, on est censé savoir ce que c'est que le peuple Dogon. Il est assez présent dans les corpus soudanais, hein, assez étudié également. Et de toute manière, c'est sous cette tutelle, la tutelle des peuples soudanais, on va dire mandingues en général, que nous travaillons dans le cadre de l'école des scribes. C'est un choix délibéré parce que ce sont des corpus qui sont quand même assez bien connus et que nous avons en partage assez aisément, puisque nous maîtrisons aussi d'une certaine façon la matière, nous avons des ressources aussi dans ce sens. Donc, pour ce qui concerne le nom du scribe, vous devez savoir que, par exemple, chez les Dogons, cette graphie-ci, qui correspond par exemple au copte, sac, etc., comme je l'ai rappelé ici initialement, correspond par exemple au tomboso, sekou ou sekoudje, qui signifie, enfin, en français, qui est traduit par marabout en français. D'accord? Et en dom Dogon, c'est segou pour signifier marabout. Béni, Sekudje, marabout, Mambo Dogon, Ségou, marabout. Alors, d'où vient le mot marabout? Le mot marabout vient de l'arabe mourabit, qui signifie homme pieux, ermite saint. Pourquoi j'arrive à cette première conclusion? C'est pour vous instruire sur ce que c'est véritablement qu'un scribe. D'accord? Parce que bon, le mot marabout peut avoir une connotation péjorative aujourd'hui, hein, mais vous devez savoir que cette connotation n'est que absolument récente. Parce qu'en plus, nous parlons français, donc ce n'est pas facile vraiment de se dégager de toute la charge que cela peut avoir dans l'univers francophone. Mais enfin, le mot, c'est Sekou, qui correspond donc au nom du scribe. J'insiste, qui correspond au nom du scribe dans les langues Dogon, par exemple, les Dogons qui, comme vous le savez, sont des Malinké. Alors, ici, c'est une photo simplement pour illustrer ce que c'est qu'un, entre guillemets, marabout dans la société soudanaise qui est
qui est une position essentiellement euh, consacrée bon, à un ensemble de choses. Je ne sais pas si je dois insister sur la description de ce que c'est que un sékou, hein, plutôt un marabout, si vous voulez, dans la société soudanaise, mais il est éminemment associé, vous le verrez, par exemple, à l'écriture. D'accord? Ce n'est qu'un aspect. Mais j'amène ce contour pour vous instruire sur ce que c'est qu'un scribe. Le scribe, ce n'est pas simplement un écrivain, il est beaucoup plus que cela. Quand on voit en égyptien pharaonique les thèmes comme le scribe royal, le scribe du roi, qui est toujours à côté du roi, vous devez savoir que sa fonction est éminente, très importante. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de diffuser maintenant une vidéo qui va vous permettre, bon, c'est un documentaire, un extrait d'un documentaire qui se passe au Sénégal, qui présente en fait enfin, qui survole en clair le rôle que les marabouts entre guillemets jouent, non seulement dans la société sénégalaise, donc soudanaise, mais aussi auprès, par exemple, des lutteurs qui sont des personnages éminents de la société sénégalaise en général et CRR en particulier. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors, naturellement, ce qui est intéressant dans cette courte vidéo, c'est que je suis à peu près certain que tout Sénégalais et tout marabout il est probablement assuré d'être un musulman. Mais on peut, on peut se poser la question de savoir quelle est la sourate, dans quelle sourate il est dit d'aller prier sur un baobab. Donc, c'est un peu cette couche superficielle, en fait, qui habille quelquefois les sociétés soudanaises, qui nous font croire. Il viendra certainement un temps où nous allons nous décider à redevenir nous-mêmes pour ce que nous sommes fondamentalement. Il ne suffit pas de dire Alhamdoulilah et puis Inch'Allah pour être un musulman. Quand on sait que généralement c'est la pression sociale souvent qui nous contraint à une certaine habitude. Mais dans la pratique, tous les Sénégalais savent ça. Tous les Sénégalais savent très bien que il y a un certain nombre de choses qui n'ont absolument aucun rapport évident avec ce qu'on appelle en fait l'islam, parce que vous verrez très rapidement un regard suspect, disons des Arabes musulmans sur ces questions, hein, et c'est connu. Mais c'est un peu la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on est soudanais. On a une tradition effective, une manière d'efficacité. Et d'ailleurs, j'aurais même pu vous poser la question de savoir est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il va vers un baobab? Parce que c'est évident dans les langues subsahariennes de savoir pourquoi le baobab intervient dans ce contexte. Et ce n'est certainement pas du registre de ce qu'on peut appeler l'islam, hein, parce que bon, voilà. Mais c'est une réalité au Soudan. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu, enfin, en survolant naturellement, la place importante que tient le scribe, en fait, parce que ce qu'on appelle le marabout, ce n'est qu'un mot français pour désigner une fonction spécifique, mais c'est un scribe, hein. Vous verrez que le métier de marabout, entre guillemets, ne se détache pas des signes. Ils font toujours des signes. Généralement, plus récemment, lorsqu'ils sont islamisés, ils utilisent les caractères arabes, mais parfois, quand si vous allez dans disons, vers les traditionnistes, Bambara, Malinké, etc. Lorsqu'ils connaissent les signes sacrés, c'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez? Donc, c'est important. Donc, je voulais simplement partager cela avec vous. Alors, juste m'assurer avant de poursuivre que vous avez bien le son, ce qui me permettra de m'assurer qu'on peut poursuivre dans de bonnes conditions. Merci. Ok, parfait. Donc, vous devez savoir que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle des signes, je vais tenter d'illustrer l'importance des signes à la suite de cette introduction. Et le métier de scribe, c'est de cela qu'il s'agit. C'est beaucoup plus qu'un écrivain, hein. Je veux quand même vous le dire. Et moi, dans ma position, je le sens vraiment très, très, très fort, très fort. Sauf que, bon, il y a des aspects de, de mon travail que je ne mets pas nécessairement en avant parce que j'aime quand même avoir un partage des choses que chacun peut comprendre a priori. Voilà, donc c'est toujours une préoccupation chez moi que de pouvoir faire ensuite ce qu'on a d'abord compris avant. Voilà. Donc, à la suite de cela, je vous présente donc le nom du hiéroglyphe. Il y a plusieurs variantes graphiques, comme toujours. Ici, je simplifie euh, avec une seule graphie, mais qui suffit à rendre compte du nom du hiéroglyphe en égyptien pharaonique. Donc, c'est ainsi que les signes sont nommés, hein. Le signe pris individuellement est nommé de cette façon. C'est translitéré chi, comme vous le voyez. Parfois, chit avec un T, comme désinence du féminin, mais le T, vous le savez, ne se prononce pas. Donc, ça se lit chi, y compris au niveau de la translittération. Et nous avons également la chance d'avoir la solution copte de ce mot, hein. Cette graphie qui désigne le hiéroglyphe, le signe d'écriture, la figure en égyptien pharaonique, est lue par le copte Toi,
qui signifie tâche, signe, modèle. Et le même mot est utilisé par les Dogons, ce qui est encore une preuve, s'il en fallait une, et qu'il y a là une filiation immédiate entre l'Égyptien pharaonique et les langues actuellement parlées par les peuples subsahariens, notamment les peuples soudanais. Parce que chez les Dogons, on dit exactement le même mot, toi pour signifier signe, dessin. Et pour ce qui concerne le malinké ou le bambara, c'est exactement la lecture même de la graphie, y compris la lecture conventionnelle. Parce qu'en bambara, on dit chi ou ti pour signifier le signe. C'est exactement la lecture effective de cette graphie. Ce qui prouve bien qu'il y a là une filiation immédiate entre les corpus soudanais et l'Égypte pharaonique. Hein. Bon, je pense qu'ici, le disant, c'est comme une banalité aujourd'hui, mais il est quand même important de savoir de quoi nous parlons et de connaître donc à travers cette description la source éventuelle donc de cette culture, de cette civilisation que nous appelons en fait la civilisation égyptienne et comprendre qu'il y a une continuité dans les corpus soudanais actuels et que c'est cela en réalité qui permettra d'une certaine manière d'éclairer finalement cette civilisation telle qu'elle doit l'être parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant la civilisation égyptienne, mais en général, bon, lorsqu'on n'a pas la perspective à partir du Soudan, on peut dire souvent se tromper, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, mais enfin, le but pour nous est de rendre justice à cette civilisation et à travers donc cette démarche, bien sûr, de réhabiliter aussi les peuples subsahariens en général, les Soudanais en particulier, dans leur patrimoine historique, en fait. Voilà. Donc, il existe toute une théorie du signe au Soudan occidental. Vous devez le savoir. Ici, je vais citer deux auteurs, à savoir Youssouf Tata Cissé, qui était un Malinké, malheureusement décédé aujourd'hui, et Germaine Diterline, qui était une Française, une ethnologue française de l'équipe Griole, également malheureusement décédée aujourd'hui. Ils ont publié en 1972 un ouvrage majeur, Les fondements de la société d'initiation Como. La société d'initiation Como, c'est l'une des principales sociétés initiatiques mandées, si vous voulez, mandingue, exclusivement masculine et essentiellement consacrée à la connaissance. Hein. Ça s'appelle le Como. Et l'ouvrage a pour titre Les fondements de la société d'initiation Como paru en 1972. Voici ce qu'ils disent. Pour les Bambara, les signes Tiou au pluriel, hein, on dit Ti ou Ti au singulier, Tiou au pluriel, parfois on peut dire Tiou, Kiou, etc. Mais c'est encore le même mot qui mute au sein des mêmes langues. Okay? Pour les Bambara, note Youssouf Tata Sissé et Germaine Diterline, les signes Tiou, également appelés Tibaou, les grands signes, les signes mères, au nombre de 266, représentent le fondement de la connaissance, Doni Diou, la semence de toute la connaissance, Donicia Osia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Donc, voici la perspective à partir de laquelle nous allons évoluer. D'accord? Donc, je reprends cette note, c'est très, très important. Pour les Bambara, les signes Tiou, qui, je rappelle, consistent dans le nom égyptien des signes, le nom égyptien des hiéroglyphes, car c'est le même mot, je viens de le montrer d'après la graphie, au nombre de 266, représente le fondement de la connaissance, Donidiou, la semence de toute la connaissance, Donicia Osia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Et l'on dit, l'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. La connaissance est sortie ou issue des signes. Ces signes eux-mêmes sont censés provenir d'un seul et unique signe appelé Tikelengpe, symbole à la fois de l'unicité et de la multiplicité du Dieu créateur. Les 266 grands signes ou signes fondamentaux du Komo sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Leur genèse retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, visible ou invisible. Cette genèse oblige à pénétrer la cosmogonie bambara car, pour ces derniers, ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. En effet, les idées représentées par ces idéogrammes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres, éléments, sentiments qu'ils désignent et qui furent nommés en même temps. On peut dire encore que les choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. L'idée à l'état pur et statique a précédé l'acte de création. C'est lorsque s'est manifesté le pensée, conçu comme un mouvement interne imprimé aux idées, qu'a été réalisé l'univers. Alors, même si vous ne le savez pas, même si vous ne le percevez pas, sachez que c'est de cette théorie des signes soudanais que Platon tire sa théorie sur le monde intelligible. Parce qu'il parle ici exactement du monde intelligible qui correspond précisément à ce personnage que nous appelons Osiris par commodité. D'accord? Le monde des idées. Platon tire toute sa théorie, hein, exposée dans ses ouvrages, sur le monde des idées de cette perspective soudanaise à propos des signes. C'est de cela qu'il s'agit.
Les signes sont des idées représentées par des idéogrammes. Je ne vais pas insister sur ces détails. Alors, les Bambara Malinké disent qu'il existe 266 signes, mais en réalité, il en existe beaucoup plus. Sauf que 266, en fait, d'après le système de réduction soudanais, correspond à 14, c'est-à-dire les 14 morceaux du corps d'Osiris. C'est de ça qu'il s'agit, en réalité. D'accord? Et 14 correspond à 5. 14, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Autrement dit, le point axial et les 4 points cardinaux. Donc, avec 266, on est sûr de couvrir l'univers dans sa globalité. C'est ce qu'ils sont en train, en fait, de faire. C'est l'intelligence, en fait, de ces signes dans ce contexte-ci. C'est le corps d'Osiris. OK? C'est de ça qu'il est question. Les signes émanent du corps d'Osiris qui est le monde intelligible. Je reprends. Les signes que nous appelons les hiéroglyphes, c'est-à-dire Tiu en Bambara Malinké, Toi chez les Dogons, émanent du monde intelligible, du monde des idées, du monde des ancêtres qui correspond à la personne d'Osiris. C'est Osiris qui incarne cela. Voilà. Donc, quand on parle du démembrement du corps d'Osiris, sachez que les morceaux de son corps correspondent aux signes. Les morceaux du corps d'Osiris correspondent aux signes. Ce sont les signes. Puisqu'il y en a 14, vous le savez, mais en fait, c'est 266. Lorsqu'on est dans la perspective Malinké Bambara, en fait, qui est la perspective qu'il faut adopter pour bien comprendre de quoi il est question. Bon, il y a plusieurs choses que je pourrais dire ici, mais naturellement, ici, je vais me limiter à à ce premier énoncé, donc, de la théorie des signes. Bon. Les mêmes auteurs, Tata Sissé et Germain Diterline, précisent qu'un seul signe est dit ti ou chi, qui signifie trace et incision, et une série de signes formant un ensemble cohérent est dite sebeni, qui signifie littéralement l'âme, c'est-à-dire ni, de tout, c'est-à-dire B, pouvoir, c'est-à-dire C. Sebeni signifie littéralement l'âme de tout pouvoir, traduit en français par écriture dans l'enseignement traditionnel. Le terme s'applique également à toutes les écritures. Donc, je reprends. Le signe pris isolément, individuellement, est dit chi ou ti, qui signifie trace, etc. Mais lorsque nous avons une série de signes formant un ensemble cohérent, cette série est dite sebeni, qui signifie l'âme de tout pouvoir. Littéralement, mot à mot, c'est ce que ça veut dire. Sebeni est traduit couramment par écriture dans l'enseignement traditionnel. J'insiste, le terme s'applique également à toutes les écritures. Donc, cela signifie qu'en clair, on commence à percevoir ici la relation éventuelle que le signe peut entretenir avec, évidemment, la notion d'âme. Mais l'âme, évidemment, est une notion fondamentalement ou intrinsèquement liée à la personne d'Osiris aussi, je dois le dire, puisqu'il est appelé l'âme du monde. Bon, ce sont des titres comme ça qu'il porte, y compris dans les textes égyptiens eux-mêmes, mais je me limiterai à la perspective des signes pour ce qui concerne cette brève communication. Donc, le signe pris individuellement, c'est ti ou chi, l'ensemble cohérent lorsque les signes forment une série, enfin, lorsque nous avons une série de signes formant un ensemble cohérent, on va dire sebeni. On le traduit par écriture dans l'enseignement traditionnel. Voilà. Or, le Bambara sebeni est le nom dérivé d'action de sebe qui signifie notion d'écrire, en Bambara, et malinké d'ailleurs. Ce mot est représenté par une graphie égyptienne que je présente maintenant ici. Cette graphie est translittérée, c'est-à-dire conventionnellement, seba, pour signifier instruire, enseigner, enseignement. Je reprends. Okay? En Bambara, sebeni vient de sebe, qui signifie notion d'écrire en général. Bambara Malinké, y compris les langues mandées même en général. Ce mot est représenté par une graphie. Je présente donc la graphie, la voici. En contexte, dans les manuels d'égyptologie, elle va donc se traduire instruire, enseigner ou enseignement. Et nous avons la certitude qu'il s'agit de lecture effective parce qu'en copte, cette graphie correspond notamment au mot sebe qui signifie éducation, enseignement. Le copte dit également sabé qui en découle, qui signifie sage, intelligent. C'est du même registre en fait. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? J'ai présenté la graphie du signe pris isolément. Je présente maintenant la notion d'instruction en égyptien pharaonique et on se rend compte que cette notion d'instruction est fondamentalement liée au thème de l'écriture dans les langues mandées. Okay. Parce que c'est translittéré Seba, etc. Seba, c'est une convention, naturellement, je pense que je l'ai dit. Et on aurait pu aller dans le détail même, parce que vous verrez, il y a quelques signes ici très importants, notamment le signe directeur qui est ici l'étoile. Mais parce qu'en Bambara, je dois le dire, Ti signifie également éclat. D'accord? Éclat. Donc,
trait, signe, éclat. Et l'éclat renvoie naturellement à la lumière, c'est-à-dire à ce qui est visible. Hein, ce que je suis en train de vous dire là, c'est fondamental. Vous allez comprendre par la suite. Mais je ne veux pas entrer dans une étude détaillée de la graphie. Ce n'est pas essentiel aujourd'hui. Je voulais simplement illustrer le fait que ce que disent aujourd'hui les Malinké Bambara et les Mandingues en général concernant les signes dans les sociétés initiatiques, c'est ce que disaient les anciens Égyptiens en contexte euh, à l'époque où cette civilisation était effective dans la vallée du Nil. Hein. Il y a une continuité, c'est ce que je suis en train de tenter d'illustrer ici. Bon. Naturellement, je me limite au monde soudanais parce que c'est un choix discrétionnaire, mais sachez que ces mots ont des correspondances à des langues dites bantoues. Hein. En lingala, on dit nzebi. Hein, c'est la lecture effective de cette graphie qui signifie science, savoir, culture, connaissance. En Kikongo, on peut dire kuzaba, le verbe c'est zaba, qui signifie connaître, etc., etc. Bon, euh, je présente quand même ces solutions pour que vous sachiez que nous parlons en réalité la même langue. Il s'agit ici d'un cryptotype culturel. C'est une une civilisation que nous avons tous en partage, mais nous choisissons délibérément de nous orienter spécifiquement vers les corpus soudanais parce qu'il faut faire des choix et être cohérent dans la démarche pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agit. Et avec les corpus soudanais, nous avons donc cette possibilité. Mais sachez que les mots que je suis en train de prononcer ont également des correspondants dans le monde dit bantou. Hein, sachez-le. C'est pour ça que je présente notamment le lingala, qui est une langue connue, populaire, que chacun peut reconnaître, ou on dira nzebi pour signifier science, savoir, culture, connaissance. C'est toujours du même registre. C'est la lecture effective de cette graphie-ci que nous avons à l'image. Il se trouve que la notion d'instruction en égyptien pharaonique possède ce que nous appelons un homographe dans le cadre de la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma. Qu'est-ce que c'est qu'un homographe? Un homographe, c'est une graphie. Enfin, deux homographes sont des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Nous avons ici, à droite, le nom de l'étoile, à gauche, le verbe instruire, enseigner, enseignement. Si vous êtes attentif et que vous observez disons les signes, hormis le déterminatif, hein, je passe sur les détails, je veux pas, comme je dis, je ne veux pas entrer dans une description détaillée de la chose, c'est pas nécessaire, mais vous observez que le verbe instruire, dont nous connaissons la solution, CB, CB, etc., au sein des langues soudanaises, possède un homophone ou un homographe, parce qu'en fait, c'est la même chose, parce que les homographes rendent compte des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons. Alors, on a cette certitude-là que en égyptien pharaonique, le nom de l'étoile et la notion d'instruction sont des homophones. Voilà pourquoi on retrouve l'image de l'étoile dans le nom, dans le verbe instruire, enseigner, etc. Enseignement, dans l'expression de l'instruction en égyptien pharaonique. Il y a là une logique sous-jacente très importante que nous aurons certainement l'occasion d'aborder ultérieurement, disons. Bon. Nous avons également encore une chance, c'est que le copte enregistre le nom de l'étoile en égyptien pharaonique. Hein. Mais vous observez un phénomène curieux, c'est que en copte, pour signifier l'instruction, le mot c'est CB, éducation. Mais en copte, pour signifier l'étoile, le mot c'est Siou, qui est exactement l'homophone, c'est-à-dire l'homonyme du bambara Siou pour signifier les signes. Quand le bambara dit CB pour signifier notion d'écrire, d'où CBNI, écriture. Donc vous devez comprendre ici ce qui se passe, c'est très important. OK? Quand en égyptien pharaonique, on désigne l'étoile, c'est le mot que les Soudanais utilisent pour signifier le signe. OK? Parce qu'en copte, siou, étoile est homophone du bambara siou. C'est le même mot pour signifier les signes. Mais j'irai dans le détail linguistique tout à l'heure pour vous expliquer qu'en fait, c'est le même mot. Quand je dis CB ou siou, en fait, c'est le même mot parce que le B se réalise en W. Voilà pourquoi on dit siou. Voilà pourquoi le copte, en fait, a apparemment deux solutions divergentes ou différentes, quand en réalité, les graphies sont identiques, parce que ce sont des homographes. Mais vous devez savoir que, en fait, c'est le même mot. Parce que quand je vais présenter les différentes solutions au sein des langues soudanaises, vous allez comprendre qu'en fait, c'est le même mot. Mais je vous présente ceci pour vous dire que ce que les Bambara appellent les signes en égyptien pharaonique, c'est un corpus associé aux étoiles. C'est très important, hein? Ça n'a l'air de rien a priori, vous allez comprendre. Mais en fait, vous devez comprendre que, évidemment, dans la description des signes, il y a une référence imminente aux étoiles. D'où l'intérêt de la divination quand vient le temps de questionner les signes. Voilà pourquoi, par exemple, les scribes, entre guillemets, les marabouts, utilisent les signes pour la divination. Parce que pour lire la destinée d'un individu, on utilise les étoiles. On peut lire dans le ciel votre destinée, ça je pense que vous le savez, mais les étoiles peuvent remplacer le ciel, parce qu'en réalité, les signes sont associés aux étoiles. Ça, c'est une dimension, peut-être que nous aurons l'occasion de développer, mais je voulais quand même vous le dire. Vous devez le savoir, c'est très important. Bon, alors, jusqu'ici,
Ce que vous devez donc retenir, c'est qu'en égyptien pharaonique, le mot pour signifier étoile, d'après le copte Siou, c'est la lecture effective de cette graphie d'après les dictionnaires égyptologiques eux-mêmes, hein, je l'ai dit, c'est important, eh bien, correspond au bambara Siou, c'est le pluriel du Ti pour signifier les signes. Okay? Sachant que, je l'ai dit, les signes sont dans la description des morceaux, éclats. Donc, les étoiles en perspective peuvent être réputées peuvent être perçues comme des morceaux du corps d'Osiris, hein, en perspective. Bon, mais je vais y revenir. OK. Bon. Les solutions viennent donc pour confirmer qu'il s'agit effectivement du même mot, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au sein des langues solanaises. Que je dise Siou ou que je dise CB, sachez que c'est le même mot, c'est simplement le B qui devient un W et vice-versa, ce qui est une règle de correspondance usuelle au sein des langues subsahariennes. En malinké, on dit CB, écrire, mais en Angadama, chez les Dogons, on dit CU pour dire le papier, c'est-à-dire le support de l'écriture, mais sachez que c'est le même mot. En Djamse, on dit CU pour dire le papier. En Boré, on dit CB pour dire indifféremment papier et écrire, et même amulette, parce que vous devez savoir que à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle des objets forts. Hein, entre guillemets, on pourrait parler de fétiche, mais en fait, ce sont des objets forts. C'est aussi le nom de l'amulette, hein, pour vous protéger des choses que font justement les scribes dans les sociétés soudanaises, c'est-à-dire les marabouts. Hein, c'est ce qu'ils fabriquent. En dialonké, on dit safé, c'est une mutation phonétique parce que le B et le F, c'est la même lettre. Il y a ce qu'on appelle une mutation phonétique. Le B se réalise en F et en W et vice-versa. Voilà pourquoi en dialonké, qui est une langue mandé, on dit safé pour signifier écrire. En biéri, c'est sebeli, papier. Togokan, chez les Dogons, c'est Seou, Seoué pour dire le papier. C'est ce mot-là que les Bambara utilisent quand ils disent Siou pour signifier les signes. C'est le même mot, hein, sachez-le. En Baya, c'est Safou, écrire en Bozo, CB, écrire Bobo, CB, écrit papier. Dagbani, Sabele, amulette. Yornoso, CB, c'est le papier. Najamba, Sabé, feuille. Mambo, Sabou, amulette. Guru, Sewa, amulette. Beni, Seou, ou Seoué, feuille, etc., etc. Donc, vous voyez, ici, au niveau des solutions soudanaises, que quand je dis CB ou CU, en fait, c'est le même mot. D'accord? Ça, c'est la réalité maintenant au point de vue de la langue parlée. Voilà pourquoi, en égyptien pharaonique, pour désigner l'étoile, on dit Siou, d'après le copte. Ça paraît éloigné de CB, mais en fait, c'est le même mot. Voilà pourquoi les graphies sont identiques. Voilà pourquoi ce sont des homographes. Et il existe donc un adage bambara qui rappelle que chaque âme a son témoin dans une étoile de la Voie lactée. Chaque âme a son témoin dans une étoile de la Voie lactée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile, chaque étoile est une incarnation, un objet visible qui émane du monde invisible. Parce que l'âme, c'est Osiris. L'âme du monde, c'est Osiris. Donc, quand on dit que chaque âme, parce que chacune des âmes qui nous animent émane de notre Père, c'est-à-dire du modèle qu'on appelle Osiris. D'accord? Donc, quand on dit que chaque âme a son témoin dans une étoile, c'est-à-dire que chaque étoile est associée à votre individualité. Vous avez une étoile dans le ciel qui correspond à votre individualité. Ça, c'est un fait. Hein, voilà pourquoi on utilise donc les signes dans le travail de divination, par exemple, hein, qui est un aspect majeur même du travail du scribe. OK? Bon. Chaque âme a son témoin dans une étoile de la Voie lactée. Ça veut dire que les étoiles sont des objets visibles de ce qui est caché. Ce sont des manifestations visibles de ce qui est caché. C'est ce que ça veut dire, hein, en clair. Et c'est un adage bambara, je le rappelle. Maintenant, la question que je vous pose, et j'espère que j'aurai quelques réponses, c'est qu'est-ce que c'est qu'une étoile? On pourra prendre deux ou trois réponses si c'est possible, et qui me permettra, moi, de souffler naturellement, mais on pourra, sur cette base, partir d'un commun accord sur des points, disons, partagés par tous, et je pourrais faire un développement pour vous expliquer pourquoi on lève automatiquement les yeux vers le ciel lorsque nous parlons des signes. OK? Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? J'attends vos réponses, merci. OK, parfait, merci. Merci Nicole. OK. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? C'est une question fort simple, mais à la suite de ce que je vais dire, vous allez certainement mieux comprendre, je le pense. Bon, la première chose, c'est que pour savoir ce que c'est qu'une étoile, vous devez savoir ce que c'est que ce qu'on appelle les trois sortes d'êtres dans la perspective égyptienne. Donc, je reprends. Hein, j'ai introduit ma réponse de cette façon, parce que ça va être bien précis, vous allez exactement comprendre ce que c'est qu'une étoile. Pour savoir ce que c'est qu'une étoile, qui, comme je viens de l'indiquer, se tient dans la description du signe. On ne détache pas le signe de l'étoile. Hein, vous devez le savoir. Par exemple, en Bambara, je vais donner un exemple simple. En Bambara, on dit ti pour signifier le signe, l'éclat. Mais, par exemple, en Ewondo ou chez les Boulou au Cameroun, et dans d'autres langues, même dans les langues du domaine Manengumba,
Par exemple, en Lefo, on dit Titi. Titi, pour signifier l'étoile. En Ewondo, c'est Otiti ou Otitier. On duplique Titi. C'est toujours Titi, mais qui est présenté cette fois-ci 2 fois. On dit Titi. Et en bas, ça, Titi, ça signifie l'image, la silhouette, la figure. Donc, c'est toujours le signe. Donc, ceci pour rappeler que dans la pensée, parce que nous avons aussi ce qu'on appelle un cryptotype culturel, nous devons statuer de manière définitive sur cette question. Dans la pensée symbolique des peuples subsahariens, on ne détache pas le signe de l'étoile. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une étoile pour comprendre ce que c'est qu'un signe, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un hiéroglyphe. Pour comprendre ce que c'est qu'un signe, vous devez savoir ce qu'on appelle les 3 sortes d'êtres, parce que c'est comme ça que se déploie dans la pensée égyptienne et évidemment soudanaise ce que c'est que le signe. Pour le comprendre, vous devez savoir ceci, ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est Plutarque, en fait, qui le dit, et je vais citer Plutarque tout à l'heure, mais déjà, je vous présente les 3 sortes d'êtres. L'idée, qu'on appelle le père, le modèle, la matrice, qu'on appelle la mère, l'espace de génération, et l'engendré, qu'on appelle le fils. Je vous explique brièvement. Sachez que l'idée, c'est le monde intelligible. La matrice, c'est le réceptacle, c'est-à-dire l'espace qui reçoit l'empreinte du monde intelligible. Et l'engendré, c'est l'objet manifesté qui émane du monde intelligible. L'engendré, c'est ce qu'on appelle le signe. C'est ce qu'on appelle l'étoile, parce que l'étoile est visible. C'est-à-dire, l'étoile, c'est la manifestation visible de ce qui est caché. Voilà pourquoi on dit chez les Bambara, par exemple, que toute âme a son témoin dans une étoile de la Voie lactée. Parce que l'âme appartient à Osiris. L'âme est invisible. L'âme fait partie du monde intelligible, du monde des idées. Alors, je ne sais pas si, en le disant, ça complique davantage le discours, mais j'espère que ce que je dis, vraiment, c'est clair. Les 3 sortes d'êtres qui existent, et c'est ce que les chrétiens appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, je vous le dis pour que vous sachiez en gros comment la chose a pu évoluer. Mais je n'irai pas jusqu'à la chrétienté, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Je vais simplement vous expliquer ceci. Que pour les Soudanais, les anciens Égyptiens et aujourd'hui les peuples subsahariens, il existe 3 sortes d'êtres. L'idée, le père, le modèle, c'est lui le modèle. Voilà pourquoi les ancêtres sont des modèles. Modèles parce qu'ayant vécu de manière exemplaire, ils deviennent des Osiris, c'est-à-dire des modèles, donc des référents. Et possibilité donc de se réincarner, parce que la réincarnation, c'est le fait de devenir visible dans le monde. OK? Enfin, j'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, nous avons l'idée, le père, la matrice qui reçoit l'empreinte, c'est la mère, et de cette union des deux, à savoir de l'idée et de la matrice, nous avons ce qu'on appelle l'engendré, qu'on appelle le fils. Mais en fait, c'est le signe. Voilà pourquoi, par exemple, je donne un exemple concret, en Chiluba, qui est une langue du Congo, pour désigner les étoiles, on dit Mutoto. C'est l'étoile en Chiluba. Mais Toto, c'est le nom de l'enfant. Hein, en Kikongo, par exemple, c'est l'enfant. Le petit, c'est l'enfant. Et vous verrez cette règle permanente de manière permanente dans la pensée symbolique du peuple subsaharien. Par exemple, en Bambara, pour dire l'enfant, c'est Den, mais Den, avec des mutations, Den, etc., c'est le nom du miroir dans les langues bantoues. Parce qu'il y a le phénomène de la ressemblance. Je me limiterai à cette première évidence, parce que, par exemple, quand on dit Moana en Lingala, pour dire l'enfant, ou Moana avec des mutations, par exemple, en Ewondo, on dit Mon, enfant, Mon, c'est l'enfant. Mais Mon, c'est la racine utile pour signifier voir dans les langues bantoues. Hein. Kumona, par exemple, dans les langues bantoues, ça signifie le verbe voir. La racine, c'est mon pour dire voir. Et c'est aussi le nom du miroir. En Wongo, par exemple, on dit kumon. Kumon, c'est le miroir. Le mot, c'est mon. C'est-à-dire, il y a toujours le phénomène de la ressemblance. L'enfant ressemble toujours au père, au modèle. D'accord? Le nom de l'enfant, j'insiste, dans les langues subsahariennes, c'est toujours en relation avec la place de l'engendré, qui est l'union de l'idée et de la matrice. OK, mais l'enfant ressemble au modèle. Voilà pourquoi vous avez donc cette dialectique qui unit le père et le fils. Bon, on y reviendra parce que je ne veux pas entrer dans les nuances de la religion, la spiritualité, toutes ces choses, mais sachez que c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ce qui concerne le contexte que je suis en train d'énoncer, sachez que le signe, c'est l'engendré parce qu'il est visible. C'est-à-dire que le signe que vous tracez est déjà visible. C'est-à-dire c'est la manifestation, la matérialisation d'une vibration. Vibration qui émane du monde des idées, parce que l'idée, c'est une vibration. D'accord? Et les étoiles, donc, incarnent cela, parce que les étoiles sont visibles. On comprendra mieux. Alors, ici, je vais citer Plutarque, qui en fait parle de cela dans le traité d'Isis et Osiris. Voici ce que dit Plutarque. La nature la plus parfaite, et pour ainsi dire la plus divine, est composée de 3 sortes d'êtres. De la substance intelligible, c'est-à-dire Osiris, de la matière, c'est-à-dire Isis, l'espace de génération, et du produit de ces 2 causes, que les Grecs appellent le monde. Le monde. OK? Platon donne à l'être intelligible les noms d'idées.
de modèles et de pairs. À la matière, ceux de mère, de nourrice, d'espace et de récipient de la génération. Le composé des deux, il a coutume de l'appeler l'engendré, le produit. Donc, c'est cette dialectique qui annonce, pour ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, ce que c'est qu'une étoile. Une étoile, c'est ce qui est visible. L'étoile, c'est le produit d'une idée qui s'imprime dans la matière. En fait, même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vrai. Sauf que pour l'expliquer, ça peut susciter encore davantage de nuances, mais je ne veux pas aller dans trop de détails. Je veux simplement illustrer ici le fait que l'étoile est associée au signe. Le signe, c'est le produit. Parce que ce qui est visible est toujours du relief du produit, toujours. Alors, pour être plus clair, je vais insister sur la place de l'engendré, puisque je suis en train de vous dire que le signe, c'est l'engendré, et on sait que l'engendré, c'est Horus. D'accord? Je reprends ce que je suis en train de vous dire. Les trois sortes d'êtres, Osiris, Isis et leur fils Horus, qui représentent le monde organisé, le monde, c'est-à-dire l'engendré. Osiris, le monde intelligible, Isis, la matrice qui reçoit l'empreinte du monde intelligible, et le produit des deux engendre l'engendré, hein, l'héritier. D'accord? Bon. Je vais insister donc sur la place de l'engendré, c'est-à-dire d'Horus, entre guillemets, parce que c'est lui qui, en perspective, représente ou incarne ce que nous appelons un signe. Nous connaissons le nom d'Horus en copte, et nous connaissons son nom en égyptien pharaonique qui justifie de la lecture copte. On ne dit évidemment pas Horus, ce sont les Grecs et les Latins qui ont utilisé cette forme, on peut comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais enfin, en copte, le nom d'Horus se lit Kor. Mais si je prends une langue comme le sérère, par exemple, qui est une langue partagée que chacun peut reconnaître, c'est une langue parlée au Sénégal, en sérère, Kor signifie quoi? Kor signifie être visible la nuit. Et c'est de ce mot que le sérère forme Okor, qui signifie l'étoile. On dit par exemple Okor Mbet, étoile polaire. Donc le nom d'Horus, objectivement et fondamentalement, signifie ce qui est visible, puisqu'il incarne le monde organisé, le monde visible, sensible et visible. D'accord? Donc, quand je dis en copte Kor, qu'on traduit dans le texte par Horus, sachez qu'en sérère, pour ne citer que le sérère, et je rappelle que dans les langues soudanaises, par exemple en Wolof, y compris même en sérère, on dit Kor pour dire le garçon, hein, le mâle. On est toujours dans le relief de l'enfant, le père et le fils, cette même dialectique qui est très importante, par exemple, pour ceux qui ont une culture chrétienne, ils sauront certainement mieux comprendre, parce que je ne vais pas insister aujourd'hui, mais sachez que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit qu'Horus est le fils, qu'Osiris est le père, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Il est à la ressemblance de son père. D'accord? Bon, voilà. Ça, c'est quelques détails, mais sachez que en sérère, corps signifie être visible la nuit. On parle ici des étoiles. On va dire par exemple au corps, O c'est l'article, corps c'est l'étoile. D'accord? Mais ça vient du mot corps qui signifie objectivement être visible la nuit. Donc on parle des étoiles. C'est ça le nom d'Horus, c'est ce qu'on appelle Horus. Bon. Naturellement, avec la graphie même, on aurait déjà pu parvenir à quelques solutions parce que les signes ne sont pas choisis au hasard. Vous avez dans le nom d'Horus un énoncé qui apporte l'image d'un visage, ce qui est visible, hein, la face, ce qui est devant, etc. Je ne veux pas revenir sur cette description, c'est des choses que nous verrons dans le détail en cours. Mais en poulard, on dit Ore pour signifier la tête, ce qui est au-dessus. En sous-sous, c'est Kore pour dire le ciel, le firmament. C'est ça le nom d'Horus. Mais la base, c'est ce qui est visible, c'est-à-dire les étoiles. Est-ce que ce que je dis est clair? Je prends quand même le temps de valider cette chose-là parce que, bon, je parle beaucoup, mais avec le souci d'être compris. Est-ce que vous comprenez, au fond, plus ou moins, ce que je suis en train d'exprimer, d'expliquer ici, s'il vous plaît, merci. OK, parfait. J'imagine que ceux qui répondent pour tout le monde. Alors, nous étions récemment, il y a quelques semaines, en Égypte. Il y en a parmi vous qui étaient avec nous. Nous nous sommes rendus dans une ville, enfin, qu'on appelle Edfou, où se trouve le temple d'Horus. Nous avons vu cette statue qui est ici représentée. Vous voyez, Horus est représenté sous la forme d'un faucon. Je pourrais expliquer pourquoi, mais le temps risque de manquer. Mais enfin, il est surtout coiffé de la double couronne. Que représente cette double couronne? Vous devez savoir que cette double couronne représente exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire l'idée, le père et la matrice, l'espace de génération qu'est la mère. Parce qu'en réalité, la double couronne que Horus porte sur la tête, c'est exactement le pilon et le mortier. Le pilon qui est le sexe mâle, le sexe masculin, et le mortier qui est le sexe féminin. C'est ce qu'il porte sur la tête. C'est ça qu'on appelle la double couronne en égyptien pharaonique. C'est ce que porte le roi sur la tête, parce qu'il est l'incarnation de Dieu sur terre. D'accord? Il est l'image visible
du Père, c'est-à-dire de Dieu sur terre. Il est à la ressemblance de son Père qui est Dieu lui-même. D'accord? Voilà pourquoi elle est le premier prêtre. Je le dis de manière claire comme ça pour que vous n'ayez aucun doute sur vraiment les perspectives annoncées lorsqu'on parle de ces questions. Il ne faut pas qu'on vous embrouille avec des choses compliquées. C'est simple. La double couronne, parce que je peux l'étudier dans le détail, on peut le faire. On le fait dans le cadre des cours. Mais je l'annonce pour que vous sachiez ce que c'est. Y compris même pour les égyptologues. Ils savent très bien que la couronne rouge représente un mortier. Et ce qu'il y a à l'intérieur, là, la couronne blanche de Haute-Égypte, c'est le sexe masculin. C'est ce que Osiris porte. C'est la couronne d'Osiris même. Parce que la notion de père est essentiellement liée à la virilité. Je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler ici. Osiris porte des cornes de bouc parce qu'on veut insister sur le fait qu'il est viril. Et la virilité, c'est la qualité même de l'âme, puisque le principe de l'âme, c'est le mouvement. Et la virilité est fondamentalement et essentiellement liée au mouvement. Voilà. Donc, ce sont des nuances, mais je veux que vous sachiez pourquoi le roi porte cette couronne sur la tête et pourquoi Horus, c'est le roi. Et on va dire Moéné pour dire le roi. La racine, c'est aîné, qui signifie être à la ressemblance, voir, etc. Y compris même en copte. En copte, aîné signifie le modèle, la ressemblance, ressembler à. C'est ce que ça veut dire. La racine de Moéné, parce qu'en Kikongo, quand je dis Moéné pour dire le roi, la racine, c'est aîné, qui en Douala signifie voir. D'accord? Avec des mutations. Je ne vais pas insister, je le sais, que ce sont des mots que vous pouvez rencontrer dans les dictionnaires aisément. Donc, sachez simplement ce que c'est. Donc, quand on dit que le roi est le vicaire de Dieu sur terre, le représentant de Dieu, vous devez savoir ce que c'est. Quand on dit Farid dans le Soudan et qu'on dit que ça signifie prophète et qu'on attribue ce nom au roi, vous devez savoir ce que ça veut dire. Il est l'image vivante du Dieu sur terre. L'image vivante de Dieu sur terre, c'est ce que représente un roi dans la culture et les traditions soudanaises. C'est ce que c'est. D'accord? Parce qu'il est dans la description de ce que je suis en train d'annoncer, c'est-à-dire le produit, l'héritier. Voilà pourquoi on dira donc Keita. Hein? Voilà pourquoi les rois du Soudan s'appellent Keita. Parce que Keita signifie prendre ton héritage. C'est l'héritier. L'héritier, c'est Horus. Hein? Quand on parle de Sundiata Keita, vous devez savoir ce que c'est. Parce que souvent j'en parle, mais on ne le perçoit pas nécessairement. Mais vous devez savoir ce que ça veut dire, en fait. Quand les Soudanais disent que le nom du roi, c'est Keita, sous-entendu, prends ton héritier. L'héritier, c'est Horus. C'est clair. D'accord? Bon, ça, c'était quelque chose que je voulais quand même rappeler et préciser ici. Plutarque précise le trait, c'est-à-dire ce que je dis, j'aurais pu m'en tenir à cela parce que je pense que c'est suffisamment clair, mais même chez Plutarque, on trouve la même description. Plutarque dit quoi dans le traité d'Isis et Osiris? Il dit, en parlant des anciens Égyptiens, ont coutume d'appeler Horus Sémine. C'est comme ça qu'il écrit. Il écrit Sémine, nom qui signifie ce qui est vu parce que le monde est sensible et visible. Hein, Plutarque dit ça. Il dit, les anciens Égyptiens ont coutume d'appeler Horus Sémine. C'est comme ça qu'il l'écrit, je répète, il écrit en grec, nom qui signifie ce qui est vu, parce que le monde est sensible et visible. Okay? Mais le mot qu'il transforme en Sémine, là, c'est un mot que nous connaissons. En Aoussa, c'est Saman pour signifier au-dessus. C'est le thème d'Horus même. On dit Samania pour signifier le cosmos. En Aoussa, on dit Sama, c'est le ciel, ce qui est en haut, le paradis. C'est-à-dire les étoiles. Il ne faut pas vous tromper d'objectif, de perspective. Le cosmos, ce sont les étoiles. En Kanuri, c'est Sami. En Amharique, c'est Samé. En Wolof, Asaman. En Poular, Asaman. Ciel, firmament. Et c'est un mot qui est passé dans les langues sémitiques. En assyrien, on dit Chamou. Ciel, firmament. On dit par exemple Sheret Chamé, galaxie, voie lactée. En hébreu, Samayin, pour signifier le ciel. Mais on sait que c'est Horus parce que Horus incarne le ciel, ce qui est visible, les étoiles. D'accord? C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. En Poulard, je rappelle, on va dire Oré, la tête, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'où la présence d'une tête, d'une face. Dans le nom même d'Horus, il suffit de savoir comment se lit la tête en Poulard pour lire cette graphie. Mais en Poulard, on dit aussi Oré pour dire l'étoile. C'est le même mot en Poulard. Voilà pourquoi on dit Horus, parce que les Grecs transforment la terminaison Oré en us, ils rajoutent un S, donc ils vont dire Horus. Mais en fait, c'est Oré, c'est Koré, qui signifie le ciel, le firmament en sous-sous. Et en sérère, corps signifie être visible la nuit. Voilà. Et ne détachez pas cette perspective des signes. Hein, vous devez vraiment le savoir. Ici, je n'aurai pas la possibilité d'aller dans certains détails très importants, mais ne détachez pas ce que je suis en train de dire, parce que j'ai pris la peine en introduction de faire une association entre les signes et les étoiles. Maintenant, je parle davantage des étoiles, mais ne détachez pas, ce serait une erreur fondamentale. Vous devez savoir que tout ceci est fondamentalement, essentiellement lié. Voilà. Plutarque dit autre chose dans le traité d'Isis et Osiris. Il dit,
On peut conjecturer que les Égyptiens regardent le triangle rectangle comme le plus beau de tous et que c'est surtout à cette figure qu'ils comparent la nature de l'univers. Donc, il aborde encore la question du cosmos par un autre moyen. Il nous dit maintenant que les Égyptiens comparent la nature de l'univers au triangle rectangle. Platon l'a aussi employé dans sa République pour représenter le mariage sous une forme géométrique. Pourquoi le mariage? Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'association du père et de la mère, c'est-à-dire de l'idée, du modèle et de la matrice. Voilà pourquoi la chose revient de cette façon. Il le peint par un triangle rectangle dont la perpendiculaire vaut 3, la base 4 et la sous-tendante, c'est-à-dire l'hypoténuse, 5. Et où le carré de celle-ci est égal au carré des deux autres côtés pris ensemble. Il faut donc concevoir, ça c'est Plutarque qui parle, hein, il faut donc concevoir que dans ce triangle, la perpendiculaire désigne la nature mâle, la base, la substance femelle, et la sous-tendante, c'est-à-dire l'hypoténuse, le produit des deux. Ainsi, Osiris est le premier principe, Isis est la substance qui en reçoit les influences, et Horus l'effet qui résulte de l'opération de l'un et de l'autre. Car 3 est le premier nombre impair et parfait, 4 est le carré de 2, premier nombre pair, et 5 composé des deux autres nombres, 3 et 2, a une relation commune et avec le père et avec la mère. Voilà ce que dit Plutarque. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Parce que ça peut être sophistiqué. Peut-être que ça prendra du temps pour comprendre ce qu'il dit. Je vais simplifier. Premièrement, nous savons tous ce que c'est qu'un triangle rectangle. Voici ce qu'on appelle un triangle rectangle. Ce que Plutarque dit, et avec les énoncés numériques, c'est ça. La hauteur, c'est Osiris. La base, c'est la mère. La matrice, c'est Isis. Et l'hypoténuse, hein, ou la sous-tendante, comme il l'appelle, c'est Horus. Il dit que 3 plus 2, sachant que 2 élevé au carré, c'est 4. Donc, lui, il passe par 2 pour justifier du 5. C'est comme ça qu'il explique ça. Il dit que 3 plus 2 égale 5. C'est ce qu'il dit. D'accord? C'est ce que dit le texte de Plutarque. Hein. Je ne fais que représenter ici la chose comme Plutarque le dit. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le calcul décrit par Plutarque se conçoit en fait comme suit. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez que 3, c'est le chiffre du masculin. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si vous ne le savez pas, dans le Soudan même, hein, chez les Bambara, Malinké, les Dogons, 3, c'est le masculin, 4, c'est le féminin. Bon, ayant dit ceci, je reprends. Le calcul décrit par Plutarque se conçoit comme suit. 3 au carré égale 9. 4 au carré égale 16. Soit 9 plus 16 égale 25, c'est-à-dire 5 au carré. Voilà pourquoi on arrive à 5. Cette formule mathématique, retenue par la Trinité égyptienne, ou si vous voulez la triade égyptienne, est en fait ce qu'on appelle le théorème dit de Pythagore. En fait, ok, ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire A au carré plus B au carré égale à C au carré, avec la hauteur, la base et l'hypoténuse. C'est de là que Pythagore a, bon, on va dire copié, sinon plagié, ce fameux théorème qui lui est attribué. En fait, c'est la description de la nature de l'univers d'après les anciens Égyptiens. Donc, je reprends. On élève au carré, hein, vous devez le savoir. 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16, 9 plus 16 égale 25, c'est-à-dire 5 au carré. C'est ça le théorème de Pythagore. C'est de là que viennent donc toutes les théories ensuite qui émanent donc de ce théorème. Pour ceux qui sont mathématiciens, seront mieux que d'autres sans doute. Ce dont il est question ici et les conséquences qui sont naturellement très importantes. Mais vous devez savoir que, évidemment, c'est en Égypte, puisque Pythagore, on le sait, a naturellement fréquenté les temples égyptiens. Je pense que Jamblique le dit. Hein. Bon, donc je ne vais pas insister sur ces détails. Mais c'est important de savoir que, à côté de tout ce qu'on peut dire naturellement, se tient aussi des aspects éminemment scientifique, hein, si tant est qu'on sache dissocier la spiritualité de la science, ce qui n'est pas notre cas. Bon, en tous les cas, la chose se précise, parce que j'aurais pu me limiter à ceci, mais vous devez savoir qu'il y a une nuance qu'il faut quand même comprendre dans cette description soudanaise du triangle rectangle. J'ai dit que le calcul décrit par Plutarque se conçoit comme suit. 3 au carré égale 9, 4 au carré égale 16, 9 plus 16 égale 25, c'est-à-dire 5 au carré. Ça, c'est facile, on comprend, d'après l'énoncé même de Plutarque. Bon, cette formule mathématique retenue pour la trinité égyptienne est celle du fameux théorème dit de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré, A hauteur, B base, C hypoténuse. Ça, c'est facile. Mais ce que vous devez savoir, c'est que 25 là, qui est la somme, c'est-à-dire 5 au carré, c'est le produit des deux autres. Je pense que je l'ai dit à suffisance, le produit du père et de la matrice, c'est-à-dire Isis et Osiris. Mais 25 dans le Soudan, d'après le système de réduction, c'est 2 plus 5 est égal à 7. Dans le système de réduction. Donc, vous devez savoir que quand on dit 5, l'hypoténuse, c'est juste, d'après les perspectives même du théorème dit de Pythagore, qui est un théorème égyptien, je le rappelle. Mais lorsqu'on fait le compte, n'oubliez pas que 4 plus 3 égale 7.
C'est-à-dire, quand on associe le mâle et la femelle, le résultat, c'est 7. D'accord? 7 qui est égal à 5 plus 2 égale 25, c'est-à-dire 5 au carré. Voilà pourquoi on peut aussi dire 5 au carré. Mais en fait, c'est 7. N'oubliez pas cela, c'est très, très important. C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre pourquoi. OK? Bon, on le comprend en questionnant le chiffre 7 en égyptien pharaonique. C'est comme ça que nos ancêtres écrivent 7 avec les hiéroglyphes. D'accord? Ça, c'est le chiffre 7 en égyptien pharaonique. Bon. Nous savons les solutions, non seulement coptes, mais subsahariennes. Parce que cette graphie correspond au copte Chaf, ou Chafi, ou Chafi, qui signifie 7. Mais en Bukuzu, qui est une langue de Tanzanie, ce mot réapparaît. On dit mou, Chafu. Le mou, c'est un préfixe. Le mot, c'est Chafu pour dire 7. En Olulia, qui est une langue de Tanzanie également, Tanzanie, au Kenya, on dit Moussafu, c'est 7. En Masaba, c'est Moussafu, c'est 7. C'est ce mot qui est écrit ici. Mutation phonétique, Kaba, c'est Saba. Le F devient un B. 7, en Swahili, bien sûr, c'est Saba, vous le savez. Le F qui devient un B. En Medumba, Samba. Le M qui s'introduit ici, c'est un M euphonique. Il ne participe pas de la racine. Mais on dit Saba ou Samba. En Medumba, on dit Samba. En Zebi, c'est Sambo. Fipa, Saba. Dinka, Saba. Ce sont des langues bantoues que je cite ici. En Lingala, on dit Sambo, c'est 7. En Belefort, c'est Sabé, c'est 7. Najamba, Soué, mutation phonétique, parce que le B se réalise en W. Je l'ai rappelé en introduction. En Yandandom, Soué, parce que le B se réalise en W, je l'ai dit en introduction. En Tomboso, qui sont des langues Dogon, on va dire Soy, mais c'est une mutation de Soué. C'est le même mot en réalité. Je préfère conclure de cette façon parce que au moins ça vous évite de trop réfléchir, car sachez que ce que je dis là, c'est la réalité, c'est vrai. Sauf que ce qui est intéressant, je vais prendre par exemple la forme Dogon. Vous devez savoir que chez les Dogons, quand ils disent Soy pour signifier 7, ils décomposent ça en Soy qui signifie c'est la parole, le chiffre 7. C'est-à-dire la manifestation visible de ce qui est caché. Les Dogons disent que Soyi signifie c'est la parole, et on traduit dans le texte par 7. Et je rappelle que les mots pour 7 reviennent. On l'a déjà vu en introduction. Mbaya, c'est Safou, écrire, Safa, écrire, Sebe, notion d'écrire, Mandinka, Safé, feuille. En bassa, on dit Sebel, pour signifier appeler, registre de la nomenclature. Registre de la nomenclature, le fait de nommer, de dire, d'appeler les choses. En fait, bon, je ne sais pas si vous allez percevoir ce qui est intéressant ici, mais ce n'est pas grave. Je me limiterai à ces premières observations pour vous dire que le chiffre 7 est intrinsèquement lié à l'écriture, c'est-à-dire au signe. Donc, ce qui est visible, en fait, parce que le chiffre 7 annonce le cosmos, puisque le chiffre 7, c'est la somme de l'idée et qui s'imprime dans la matrice, qui produit le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Okay. Donc, intrinsèquement lié, bien sûr, à Horus. Bon, donc, le signe, c'est le produit, je l'ai dit, l'engendré, ce qui est visible. Et c'est ça le signe, l'écriture. L'écriture, c'est la manifestation visible de ce qui est caché, les signes. Il n'y a rien qui ne soit consacré à un signe sur Terre, rien, absolument rien. Hein? Ce qui n'a pas de signe n'existe pas, tout simplement. Vous devez vraiment le savoir. Donc, d'où l'intérêt vraiment de l'écriture dans le monde subsaharien, parce que c'est encore dans ces espaces naturellement culturels que l'écriture fut inventée. Mais vous devez comprendre, je ne vais même pas ici parler du Coran, de la Torah ou de la Bible, parce que tout ceci vient après ce que je suis en train d'annoncer ici, mais ça aurait été long pour vous expliquer le processus de mise en place de ce qu'on appelle les livres saints, parce que ça émane de cela, de ce que je suis en train de décrire ici. D'accord? Mais puisque ce n'est qu'une introduction que j'ai voulu faire aujourd'hui, je voulais quand même vous le dire, pour que vous sachiez la relation intime qui associe l'engendré, c'est-à-dire le signe, dans ces différentes descriptions telles que je viens de l'énoncer. Et le chiffre 7, c'est le même mot en fait, en réalité. En réalité, c'est le même mot tel que je suis en train de le montrer ici. Le dictionnaire mandingue donc présente des variantes qui prouvent que nous sommes dans le même registre. Ça, c'est de la fausse qui le dit, il enregistre. CB, Sewe, Sefe, Bambara, Seben, Djoula, Sewe, et en composition Seou, c'est le nom du signe en Bambara, c'est Siou, c'est le même mot. En malinké, on dit Safe ou Safa, mutation phonétique en fait, pour dire la page d'un livre ou d'un manuscrit, feuille de papier portant des caractères tracés, écrits, billets, lettres, amulettes écrites, talisman écrit, feuille de papier, en tant que verbe, être écrit, porter des signes d'écriture, écrire, tracer des caractères, des signes, écrire, couvrir de signes ou de caractères. C'est ce que veut dire ce mot, mais c'est le chiffre 7. Hein, si vous êtes attentif, vous le saurez. L'hébreu récupère donc ce mot pour en faire séphère, qui désigne en hébreu un parchemin en papyrus organisé sous la forme d'un rouleau.
C'est ce mot que les Grecs récupèrent pour en faire sophos, pour signifier habile, qui maîtrise un art, une technique, instruit, intelligent, d'où sophia, pour signifier la sagesse, d'où philosophe, ceux qui prétendument aiment la sagesse. Pourquoi on parle ici de technique et d'art? Parce que vous devez savoir que comment naît une technique? Comment naît l'art? L'art, c'est l'association de deux choses. L'art, c'est l'association de l'idée et qui vient s'imprimer dans la matrice. Et l'engendrer, c'est ce qu'on appelle une technique. Donc, les signes font éminemment partie de cela. Donc, ce qu'on appelle les nyamakala, c'est-à-dire les griots, entre guillemets, c'est-à-dire les djélis, bien sûr, et les forgerons, qui sont dans la maîtrise des arts, sont immédiatement dans la description d'Horus. Ça, ce que je vous dis là, c'est tellement vrai. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est vrai. Je dis encore une fois, nous aurons le temps d'y revenir. Nous aurons vraiment le temps d'y revenir. Sauf que la technique, donc le tissage, hein, le travail de la forge, toutes ces choses, en fait, émanent de l'association de l'idée qui vient donc s'imprimer dans la matrice et qui engendre, donc, c'est-à-dire une image visible, c'est-à-dire une technique. C'est comme ça que naissent les techniques. Voilà pourquoi les Grecs disent sophos pour signifier qui maîtrise un art, une technique. Vous devez comprendre le lien. C'est le chiffre 7, ici, qui est en perspective, en fait, c'est-à-dire Horus, de l'engendrer l'héritier. C'est de ça qu'il s'agit exactement, de ça qu'il s'agit, OK? Voilà. Donc, les trois sortes d'êtres, je vais simplement refaire ici un récapitulatif. L'idée, le père, la matrice, la mère, et l'engendré, c'est le fils. Et les signes se situent dans ce registre-là. Donc, quand on dit qu'on est scribe, vous devez savoir à quoi cela se rapporte. Naturellement, c'est une technique, bien entendu. Euh, le terme sekou, qu'on traduit un peu en français par marabout, en fait, l'usage ou la pratique maintenant de cet art sollicite absolument tout ce que je suis en train ici de rappeler. C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait d'écrire, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Donc, vous devez l'intégrer et le savoir. C'est-à-dire, si vous acceptez de rejoindre l'école des scribes, sachez que c'est pas pour apprendre à écrire. Je pense que vous savez déjà écrire. D'accord? Il y a naturellement plusieurs aspects qui viennent doter cette pratique et qui pour nous restent essentiels parce que nous devons réhabiliter cette fonction. Aujourd'hui, essentiellement liée, disons, au monde islamique, un peu par défaut, puisque nous avons perdu la mémoire de nos traditions. Mais vous voyez bien que dans la pratique de celui qu'on appelle, par exemple, le marabout au Sénégal, ben, un musulman arabe dirait qu'il fait du fétichisme. Hein, et je ne sais pas s'ils sont au courant de cela. Parce qu'aller vers un baobab prier, je vous assure qu'aucune sourate ne l'annonce. Au contraire, ils ont plutôt tendance à combattre ce genre de pratique. Mais lui, il est sûr qu'il est musulman parce qu'il dit Hamdoulillah. Bon, il croit qu'il est musulman en le disant. Non, ça ne suffit pas. Dans la pratique, on voit bien que c'est soudanais. Et d'ailleurs, l'islam, dans ses fondations, évidemment, émane de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire du Soudan. On doit aussi le savoir, sauf qu'il faut réhabiliter la perspective. Et avoir une démarche décomplexée parce que nous avons le moyen de l'original, le moyen de l'efficacité. Et d'ailleurs, je l'ai dit en introduction, le personnage que nous avons vu, c'est-à-dire ce marabout sénégalais il va vers le baobab. Pourquoi? Parce que je donne un exemple concret. En Bambara, le baobab, c'est Syrah. C'est le nom du cuivre. Le cuivre, c'est quoi? Le cuivre, c'est le métal qui coule dans les eaux primitives, donc essentiellement lié à la vibration. Donc, quand vous voulez voir se manifester dans le monde visible une idée énoncée en forme de prière, vous allez nécessairement chercher le baobab si vous savez ce que c'est qu'un baobab. Voilà pourquoi il va là. Et ce n'est pas l'islam qui lui dit ça, c'est son père qui était marabout également et son arrière. Donc ça reste dans le Soudan, ce n'est pas l'islam qui lui dit ça, non. C'est les langues subsahariennes. Donc ça montre que nous avons le moyen de l'original et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas du folklore qu'on fait. C'est-à-dire, c'est parce que dans la pratique, nos ancêtres ont observé qu'il y avait une certaine efficacité dans cette pratique. Voilà pourquoi elle est maintenue, parce que personne n'est là pour perdre son temps ni son énergie. Croyez-moi que si ça persiste dans les pratiques, c'est parce qu'on voit l'efficacité de la chose. Vous devez le savoir. Et le baobab, pourquoi? Parce qu'il s'appelle Sira. C'est un nom, un énoncé. C'est-à-dire manifestation sensible, parce que le son, c'est quelque chose de sensible, puisque c'est nos oreilles qui le perçoivent. Manifestation sensible de ce qui est caché. Donc, c'est une vibration, en fait. Donc, ce qu'il recherche, c'est la puissance, la force, les caractéristiques du cuivre qui est, je le rappelle, intrinsèquement lié à la personne d'Osiris. D'ailleurs, pour ça que ça s'appelle Sira, parce que la racine Sira, c'est une racine qui participe du nom d'Osiris. Ça aussi, je dois vous le dire. Vous devez quand même le savoir. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, bon, sur lesquelles on peut épiloguer longtemps. Je voulais simplement conclure en rappelant donc l'intérêt de cette formation pour ceux naturellement qui s'y intéressent et souhaiter que vous soyez à nous rejoindre dans les prochains jours, pour ceux qui ne sont pas encore avec nous, car nous souhaitons, dans cette perspective, réhabiliter
naturellement à la tradition authentique des peuples subsahariens. C'est ce que nous faisons. Je crois que cette tradition est essentielle pour ce que nous appelons nos neveux, c'est-à-dire la naissance africaine. C'est essentiel et il ne me reste plus qu'à souhaiter de vous encourager à devenir des scribes. Voilà. C'est cela. Donc, je vous remercie hein, de votre attention. C'est ce que j'avais souhaité partager avec vous aujourd'hui et je retourne la parole à Mylène. Merci et à très bientôt sur le chemin de la connaissance. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention qui nous a, en tout cas, tous édifiés. En tout cas, moi, j'en ressors édifiée. Pourtant, j'en suis des interventions, mais à chaque fois, on est toujours ébloui par les résultats de la méthode Kuma. Donc, je vais, moi, de mon côté, clôturer cette porte ouverte avec les dernières annonces. Parce qu'il y a des choses qui arrivent quand même qu'on souhaite partager avec vous. Là, je vais voir si mon écran veut bien se partager. Finalement, je chipote un petit peu. Donc voilà, donc je reviens déjà pour l'inscription. Hein, comme je l'ai dit, les inscriptions vont débuter à partir de demain, même ce soir, pour les nouveaux stagiaires qui vont intégrer l'école des scribes. Donc, vous pouvez dès à présent envoyer un petit message à kuma@njelly.com demandant votre inscription au module 1 et je reviendrai vers vous avec le règlement intérieur et quelques consignes et notamment le fait de pouvoir passer un entretien au préalable, en fait, pour qu'on puisse voir avec vous comment est-ce que ça s'organise et que vous ne soyez pas perdu pour commencer donc au sein de l'école des scribes. Pour les autres modules, l'inscription se fera après le dernier atelier hein, qui aura lieu samedi prochain et sous réserve, bien sûr, que vous ayez donc remis votre évaluation et que vous ayez suivi tous les ateliers du module du semestre en cours. Donc voilà, voici une des nouveautés de Njeli. En fait, elle propose à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de participer à l'école des scribes parce que ça ne convient pas à leurs habitudes quotidiennes par rapport à leur travail, par rapport à leur vie professionnelle ou familiale ou autre. Donc, on a quand même tout un catalogue avec tous les anciens ateliers de l'école des scribes qui sont là à disposition. Donc, on a souhaité vous donner la possibilité de voir peut-être des ateliers qui vous interpelleraient. Par exemple, je ne sais pas moi, un sujet en particulier qui vous toucherait en particulier. Donc, l'idée, c'est de vous donner l'accès à ces ateliers, ces anciens ateliers. Il y a un peu plus de 50 séances qui sont en format donc VOD, donc la rediffusion des ateliers sur Vimeo. Le catalogue sera publié à partir du 7 janvier, donc vous aurez tous les ateliers avec les liens qui vous permettent d'y accéder. Il y a bien sûr des frais de participation par atelier pour les personnes qui ne sont pas inscrites donc à l'école des scribes et pour les stagiaires qui souhaitent revoir des ateliers qu'ils ont déjà vus ou parce qu'ils sont arrivés ils ont intégré l'école des scribes un peu plus tard et que les premiers ateliers les intéressent. Donc voilà, vous avez la possibilité de les revoir aussi avec un tarif préférentiel, bien entendu. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont participants à ce direct, on vous offre quand même un petit présent pour vous remercier d'avoir donné de votre temps pour nous écouter. Donc, pour tous ceux qui veulent choisir, avoir accès donc à ce catalogue et choisir un atelier au choix, il suffit d'écrire dans le chat cadeau. Je verrai donc votre nom et il faudra aussi me préciser, bien entendu, une adresse mail ou un numéro de téléphone si vous êtes sur WhatsApp, par exemple, pour que je puisse revenir vers vous et vous donner la possibilité d'avoir accès à cet atelier
qu'on vous offre aujourd'hui parce que vous êtes présent. Donc, n'hésitez pas à écrire cadeau dans le chat et laisser une adresse mail. Je récupérerai toutes les adresses mail de tous les numéros de téléphone que vous allez me laisser donc dans le chat, et je reviendrai vers vous dès que le catalogue est disponible pour que vous puissiez choisir votre atelier, celui de votre choix, et vous aurez donc la promotion, donc 25 euros donc, de rabais pour le grand public, et pour les stagiaires, les membres ou les personnes qui sont déjà abonnées à la revue, donc vous aurez donc la promotion des 15 euros qui est le tarif qui vous est dédié. Donc voilà, donc à partir du 7 janvier, donc vous aurez un catalogue, le catalogue de tous les anciens ateliers de l'école des scribes, avec tous les sujets qui ont été abordés. Vous pourrez choisir l'un ou l'autre sans restriction. Alors, j'annonce aussi aujourd'hui donc l'ouverture des abonnements 2023 pour la revue Kumaba. Donc, il y a le numéro 9 qui va sortir en janvier. Donc, pour ceux qui souhaitent s'abonner, comme d'habitude, vous nous envoyez un petit mail à angel.guy@yahoo.com, et vous aurez donc un tarif préférentiel si vous vous abonnez à donc l'abonnement 2023, où il y a 2 numéros sur l'année. Donc, c'est quand même un changement par rapport aux années précédentes, puisque avant il y avait 4 numéros. Cette fois-ci, il y en a plus que 2, mais c'est relativement riche de toutes les façons. Donc, voilà, je pense que c'est aussi une belle séquence. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre donc vos abonnements pour ceux qui sont déjà abonnés, puis pour ceux qui veulent découvrir la revue Kumaba, vous pouvez aussi vous abonner tout simplement en m'envoyant un petit message à angel.yi@yahoo.com. Voilà, et donc je terminerai mes annonces par donc vous parler du prochain voyage en Égypte, hein. On a coutume d'en faire un par an en automne. Donc, forcément, en automne 2023, il y aura aussi donc un séjour de prévu. La date exacte et la durée du séjour est encore à déterminer avec toutes les augmentations qu'il y a eu à droite et à gauche. On essaye de trouver un bon timing, essayer de sortir peut-être des périodes où les réservations seraient un peu plus élevées. Enfin, on essaie de voir au plus juste pour ne pas trop s'éloigner des tarifs qu'on avait habituellement. Donc, c'est ça qui nous donne un petit peu, nous demande du temps en fait, hein. Généralement, c'est vrai qu'on communique déjà fin novembre sur les séjours pour que les personnes aient le temps de pouvoir s'organiser. Mais ça va plus trop tarder. D'ici la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, vous aurez la possibilité de vous inscrire donc au prochain séjour en Égypte en automne. Ça sera donc octobre ou novembre 2023. Alors, pour faire un petit retour sur leur dernier voyage, hein, les Bambarimbok, on a déjà parlé. On était un groupe assez intéressant, hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait encore quelques petites interrogations sur le Covid à l'époque, mais bon, je pense que maintenant on doit vivre avec, donc il faut plus trop s'empêcher de faire des voyages avec le Covid, puisque je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, comme les grippes saisonnière. Donc, on était 23 participants quand même, donc quand même 3 personnes qui faisaient partie du staff, hein. Donc, il y avait la personne de Ngeli, donc moi-même, Dibon Marimbok, qui nous accompagnait, et notre guide local francophone sur place. Et les participants étaient de tous horizons, Europe, Amérique, Caraïbes, Afrique. On a eu donc c'était très dense. On a eu 11 visites, 2 conférences sur le bateau et 2 jours de détente sur la mer Rouge.
Voilà, je vois que j'ai fait une coquille. Donc, on a été à la mer Rouge, donc on a eu la possibilité cette fois-ci d'avoir 2 jours pour pouvoir récupérer avant de rentrer sur Paris. Donc, voilà, ça c'est à venir. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à demander votre atelier au choix dans le catalogue. N'oubliez pas de mettre une adresse mail ou un numéro de téléphone que je puisse joindre pour les différentes formalités pour pouvoir obtenir cet atelier. Je vous remercie en tout cas de l'attention que vous avez portée donc à cette porte ouverte, à l'intention que vous portez à l'école des scribes, à Nigéli aussi, l'association Nigéli, au travail remarquable de Dibamba Mbok. Merci encore à tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Ah, je vois qu'il y a des mains levées. Peut-être qu'il y a des questions que je vais prendre quand même avant de clôturer.